Dankjewel. Ik weet niet of de presentatie op kan. Ik ga iets mobieler zijn, omdat ik een aantal zaken op het scherm ga willen tonen. Bien, je vais vous montrer certaines images ici sur l'écran pour donner un aspect plus mobile. Je suis criminologue et donc j'ai pendant une dizaine d'années travaillé comme expert en criminologie et surtout les aspects biologiques. Et donc, j'ai voulu m'attacher à examiner et à comprendre le comportement des auteurs de l'Holocauste. Et donc, j'ai élaboré un exposé qui porte le nom « Transition diabolique ». Et il est important de comprendre que les mécanismes de transition qui ont été mis en œuvre provoquent des réponses, évidemment, chez les victimes, mais aussi chez les témoins. Et donc, cette transition démoniaque, c'est donc ce que les criminologues font quand ils examinent le comportement des acteurs et les responsables de crimes parfois atroces. Donc je ne vais pas surtout me focaliser sur le diable, mais sur la transformation et la conversion du caractère. Quand on vérifie ce qui s'est passé pendant l'Holocauste, donc Paul Hush et d'autres, vous voyez que la voie la plus certaine vers l'enfer, c'est le chemin facilement praticable, sans signe avertisseur. Quand vous voyez ce qui s'est passé dans l'ex-Yougoslavie ou le tribunal d'Arusha pour le cas donc du Rwanda, vous voyez là des cheminements très graduels vers donc, le processus de violence criminelle. Il faut donc examiner le degré de violence et la cruauté qui l'accompagne. Donc voilà un petit exercice et puis je vais vous demander ce que vous avez vu exactement. Donc très vite, certaines personnes connaissent peut-être le dessin, c'est un dessin connu d'Asher qui a vu des chauves-souris. Steek maar uw hand omhoog. Ja. Wie heeft iets anders gezien? Qui a vu autre chose? Wie heeft iets anders gezien? Qui a vu autre chose? Engels, ja, angels. Des anges. Ja, de tekening weer eventjes Voilà, tonen. je reprojecte. Si vous regardez bien, vous voyez... Als je goed kijkt, dan zie je hier in het Vous midden... voyez au milieu, si vous focussez sur le blanc, vous voyez les pieds, la bille et les deux ailes. Mais si vous regardez un peu plus, vous voyez le petit diable et la chauve-souris. J'ai donc influencé votre perception en choisissant un fond blanc, de sorte que ce qui est foncé, ce qui est noir, est plus mis en exergue. Donc, le diablotin, le diable. Si j'avais choisi un fond noir ou foncé, la plupart d'entre vous auraient distingué l'ange. Et donc, ceci pour vous illustrer comment les gens perçoivent ici des photos de la liquidation du ghetto de Varsovie en 1943. Vous voyez donc carrément les victimes en face des criminels, les soldats allemands. Donc là où il y a les victimes, c'est le bien, et là où il y a les SS, c'est
le mal. C'est peut-être pour vous une bonne position d'observateur pour distinguer le bien du mal, mais ce n'est qu'une première étape, et puis il y a des étapes suivantes si on veut comprendre de façon rationnelle ce qui constitue cette violence, et cette violence criminelle, et les criminologues cherchent toujours aussi à revêtir ou à rentrer dans le personnage donc du criminel, dans ce cas ici les SS, pour essayer de comprendre leur comportement. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Donc la thèse classique qui a été développée pendant des dizaines d'années, pendant des décennies. Donc les gens qui ont un tel comportement sont soit de nature donc des criminels. Et par exemple, il y a la psychopathie. Là, il y a en général une incidence de 1 ou 2 personnes, mais pour la violence collective, on arrive à 5% de la population, mais cela n'explique pas les crimes à grande échelle tels que le génocide. Et Hells Demons explique ça, les anges et les démons. Il y a des graduations au niveau des acteurs. Et pendant quelques années, je me suis focalisé sur cet album Care, qui a été découvert en 2007. Sans doute, il se trouvait dans les archives de la CIA à Washington. Vous voyez, c'est un album tout à fait caractéristique. Ce n'est pas l'album Iliac, mais bien donc un album de la main des auteurs de l'Holocauste. Vous voyez donc les deux commandants. Donc la banalité du mal est très bien illustrée. C'est donc la Solarhütte à 30 km de Auschwitz. C'était un peu un lieu de détention où aujourd'hui nous l'appellerions un centre où on faisait du team building, de la constitution et la création de l'esprit d'équipe. Et donc Mengele, Beer, tous les nazis les plus élevés en rang du camp allaient s'y reposer, se ressourcer. Rudolf Höss aussi, donc le commandant du camp, et notamment lorsqu'il s'agissait d'exterminer les 400 000 juifs hongrois, puis il est retourné à Berlin. Vous voyez Beer, Mengele, Kramer, lors d'une fête, une deuxième série de photos, c'est Karl Höcker au milieu, avec ses auxiliaires SS féminines, donc qui ont pris l'autocar pour faire une excursion à la Solarhütte, et vous avez aussi qu'on prenait même ses enfants. Vous voyez un petit garçon, un garçonnet de 3 ans. C'est donc un document de l'époque qui est tout à fait en contraste avec l'album Liliacum. Et donc là, nous voyons en quelque sorte des images que nous avons déjà vues lors de nombreux procès, notamment le procès d'Eichmann. Et donc c'est passé sur YouTube. Quand vous analysez la responsabilité d'Eichmann, qui était très consciencieux, qui est très soucieux de son honneur, et donc c'était vraiment le chef comptable. Et vous pouvez dire, en fait, c'est ce que les nazis ont fait. Et ils ont donc pris en quelque sorte un chef comptable pour une tâche très destructive, l'élimination du peuple juif. Et donc la banalité du mal que nous voyons chez Eichmann, chez Stangl, dans le livre des
demeure, eh bien, le bien contre le mal, ce ne sont pas deux réalités binaires. Et donc, les exécuteurs du mal sont tout à fait banaux et subissent des processus de transformation. Et lors de ces procès, très souvent, on a entendu des processus de défense psychologique. Un ordre est un ordre. Donc, ils essayent de se justifier. Et donc, on parle de ce que les Russes ont fait à Katyn ou ce que les Américains ont fait à Nagasaki et à Hiroshima. Et quelle est votre base morale pour nous reprocher ce que nous avons fait? On craint évidemment les condamnations, on craint la peine de mort, surtout lors des procès de Nuremberg qui ont suivi tout de suite la guerre. Mais ces mécanismes, est-ce qu'ils sont également présents lors du moment où les faits incriminés ont été commis? Donc, si quelqu'un commet un délit, dans l'ensemble de tout un mécanisme rouage, automule, donc l'homme qui organisait les chambres à gaz à Birkenau, est-ce que cet homme s'est dit, voilà, je suis impliqué dans un processus d'assassinat de masse direct, mais les ordres proviennent de Berlin, donc moi je n'ai qu'une responsabilité flottante. Et Zygmunt Bauman l'a très bien décrit, ce processus, et donc le Holocauste n'est qu'un cas. On peut se focaliser sur des processus de violence collective pour distinguer les différents ingrédients qui rendent cette violence collective possible. Ici, il y a des photos de My Lai, des massacres opérés par les soldats américains au Vietnam. Et il faut donc tenir compte du niveau de l'individu au sein même, dans le cadre même du collectif, et cela permet pas mal de transition. Donc c'est surtout l'approche binaire qu'il faut éliminer, le bien vers le mal. Donc il y a des tas d'histoires que vous pouvez lire à propos d'un coupable. Si vous vous rapportez à sa jeunesse, vous ne trouvez rien. Ce qui est plus intéressant pour les criminologues, c'est ce qui s'est passé entre les deux lignes rouges, quelles sont les variables qui influencent les gens pour être davantage impliqués dans la violence. Vous avez deux photos, ça vient de l'Imperial War Museum. Là, la deuxième photo, évidemment, là, elle est photographiée par un soldat britannique qui a libéré le camp. C'est Irma Bresen, une des principales officierinnen à Birkenau. Et donc, on s'est attelé à comprendre comment un même personnage a pu subir une telle évolution. Est-ce que c'est du mal qui est inhérent à la personne? Et il y a aussi l'histoire de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. C'est une très bonne métaphore pour comprendre le comportement. Le Dr. Hyde qui, lui, voilà, prenez une potion, vous irez mieux. Et la méchanceté, le mal, c'est la figure de Mr. Hyde, Monsieur Hyde. Mais quelle est la composition de la potion qui fait que donc les freins que l'homme a en lui
comment éliminer ces freins et comment participer au mal. Donc c'est un processus très complexe. Non seulement les criminologues s'y impliquent, aussi des neurologues, les spécialistes en endocrinologie. Donc il faut donc, tout un cadre pour comprendre quels sont les différents ingrédients et facteurs. Vous les voyez ici sur l'écran. Donc c'est la personne qui commet l'acte et en tant qu'individu, il est membre d'une collectivité, un groupe d'acteurs. On a beaucoup publié sur la camaraderie, la Volksgemeinschaft, comme on l'appelle en Allemagne, donc le sens d'appartenir à un peuple. Et puis donc il y a les spectateurs et les victimes. Et ce n'est qu'une tentative pour comprendre la complexité. Donc je vais passer très rapidement sur l'aspect acteur de crime. Et donc lorsqu'on examine le comportement des acteurs, eh bien il y a aussi des aspects qui sont intéressants chez les spectateurs et aussi chez les victimes. Et la criminologie s'en charge également. Et aujourd'hui que nous parlons des Sonderkommando, c'est important. Tout d'abord, il y a l'aspect cognitif, donc vouloir connaître et reconnaître qu'est-ce qui se passe dans la tête sous le casque des acteurs. Comment fonctionne leur cerveau, quel est le monde dans lequel ils évoluent, ils vivent. Et si vous allez dire aux acteurs qui ont perpétré l'Holocauste, vous avez commis un crime contre l'humanité, ils ne vont pas vous comprendre. Il faut replacer cela dans la mentalité de l'époque. Velsen a donc publié des livres Täter, acteurs, et puis un autre ouvrage pour expliquer le comportement des acteurs pendant la guerre. Et puis il y a des ouvrages sur la neurologie, il y a beaucoup de documents, et par exemple Kathleen Taylor, c'est une journaliste scientifique qui est spécialisée en neurologie et qui a analysé le fonctionnement du cerveau au bout de millions d'années d'évolution. Comment donc cette information polarisée arrive-t-elle dans le cerveau? Vous voyez ici plein d'images de propagande. Pourquoi cette histoire arrive-t-elle beaucoup plus vite dans le cerveau que les informations plus générales et plus grises, plus floues? Et c'est donc la raison pourquoi elle décrit ce processus de polarisation, vous et nous, ou eux et nous. Vous voyez ici une illustration du livre La pilule empoisonnée. Et donc là, vous voyez des illustrations sur ce qui se passe. Et à la dernière page, vous voyez cette personne est allée acheter un pain chez le boulanger juif. Et vous voyez que là, il y a donc une impulsion directe au niveau du comportement. Il y a aussi donc les exécuteurs très enthousiastes des ordres d'Hitler. Donc votre comportement sera consistant et discriminatoire. Et cela donc peut éventuellement expliquer l'antisémitisme, mais non pas comme la cause principale. Ce serait assez stupide d'adhérer à une telle thèse pour expliquer le comportement des acteurs. Je n'aurai pas le temps de tout laisser voir.
Je ne vais pas laisser passer le film, mais les criminologues qui donc examinent les cadres de référence, comment les conflits donc éclatent, et comment des personnes bienveillantes peuvent finir par devenir des criminels. Eh bien, il y a donc des techniques de neutralisation pour on a examiné cela notamment lors des gang wars aux États-Unis. Et donc, il y a une système technique qui est ajoutée pour examiner donc la violence collective, donc le déni, le rappel ou la référence et des loyautés supérieures, la déshumanisation des victimes et d'autres. Donc, on a décrit d'autres techniques de neutralisation dans les années 60, ce qui fait que la cognition donc est tout simplement évitée. Donc vous refusez de reconnaître l'acte que vous commettez, qui est un acte violent, mais vous refusez de le considérer comme violent. Et donc on a établi plein de liens avec des violences collectives qui ont été commises aujourd'hui. Les acteurs sont toujours membres d'une collectivité. Vous voyez des membres du 101 precinct de police. Browning l'a décrit, la camaraderie, Band of Brothers, comme on dit en anglais. Il y a beaucoup de disciplines scientifiques qui s'en occupent. Il y a le génocide et l'appartenance à un groupe. Cela explique donc les liens qui lient les membres de ce groupe. Il y a aussi un endocrinologue au niveau des liens, et il a découvert que, par exemple, chez les footballeurs ou les joueurs de rugby, les hormones jouent un grand rôle sur l'établissement de liens de complicité entre les groupes, et cela existe également sur les groupes qui sont donc coupables de violences collectives. Christopher Browning et Lord Nerriman a fait référence à deux expériences très anciennes au niveau de la sociologie. L'Asher Experiment, vous voyez les deux images. Donc il y a A et B, c'est B évidemment, mais ne s'y intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est que si chacun connaît la mauvaise réponse, et donc tout le monde a répondu B, mais c'est que la bonne réponse est A, mais comme individu solitaire, il va suivre le groupe. Vous voyez qu'au moins 40% du groupe ou de tous les jugements erronés sont suivis, et que 75% au moins une fois suit donc la réponse erronée. C'est la pression du groupe, de la tribu en quelque sorte. Si tout le monde voit que c'est A, même si A est la réponse étonnée, il y a une preuve sociale comme quoi A est la bonne réponse alors qu'elle est l'erronée, mais c'est la pression qui émane du groupe. Et donc, pour comprendre cette cognition, comment on peut les neutraliser, par exemple, lors de violences létales ou mortelles, vous voyez qu'il y a d'autres facteurs qui font que le groupe réagit de manière conforme aux ordres. Comment peut-on expliquer donc cette énorme obédience aux ordres émanant d'individus? Stanley Kramer a examiné non pas tellement pour les gens qui connaissent Lit, ça c'est un acteur, ça c'est le cobaye, et donc le cobaye doit apprendre des mots par cœur. À chaque faute, il reçoit donc une décharge électrique, et il y a celui qui donne l'ordre pour continuer l'expérience. Et donc Miller a voulu mesurer jusqu'à quel degré la personne qui donne les impulsions électriques
trip est disposé à aller et quand est-ce qu'il va s'arrêter. Et donc, un grand pourcentage de personnes continuent jusqu'à l'extrême. Et donc, on a demandé à des psychiatres et des psychologues. Les psychologues ont dit que 1% vont jusqu'à la fin, mais les études originelles ont prouvé que 62% des personnes testent continuent donc jusqu'au bout. Ce ne sont pas des figures démoniaques, ce sont des personnes lourdement stressées qui voudraient arrêter, mais qui, sous l'influence de nombreuses variables, continuent à donner les impulsions électriques parce qu'elles se disent plus vite on continue, plus vite on en sera débarrassé et sorti de cette expérience pénible. On a fait aussi des répliques de telle expérience. On arrive toujours à peu près à 50%. Et donc, il y a même eu une expérience où on arrivait à 85%. Mais pour des raisons éthiques, on a arrêté de telles expériences. Mais ce serait très intéressant de le traduire aussi au niveau de la neurologie. Dans d'autres variables situationnelles, on voit que le degré d'obéissance diminue. S'il y a deux leaders d'expérience qui commencent à discuter, là, le degré d'obéissance diminue dans des proportions phénoménales. Et donc, si les leaders de l'expérience se disputent, c'est l'exécutant qui devient responsable. Et là, lui bloque. Il refuse d'administrer les chocs ou les décharges électriques. Et ici, vous voyez donc le graphique du milieu. Donc, il n'y a pas uniquement donc les preuves auditives de la douleur qu'on inflige, mais on voit aussi. Et donc, il faut un contact physique pour donner la décharge. Et là, il y a trop peu d'expériences qui ont été menées pour que cette recherche puisse être considérée comme valable. On a aussi mesuré le degré d'obéissance aux figures d'autorité. Browning a également fait référence à une autre expérience de Phillips et Bardo, donc la violence qui est générée par des situations créées. Par exemple, s'il fallait donc une pathologie présente parmi ces personnes, il y a un processus d'autorisation et on a vu qu'il y a 3 groupes qui se constituent lors de cette expérience. Avec l'expérience originelle, on arrive à un pourcentage 30% de gens qui ont des réactions très sadiques, qui prennent plaisir à dominer les autres. Le groupe le plus important est donc tout à fait obéissant et donc la minorité 20% essaye de faire du bien et de contrecarrer du mal. Et quand vous lisez la biographie de Höss, donc le commandant du camp d'Auschwitz, quand il parle de son personnel, il parle exactement des 3 mêmes catégories. Et donc au niveau de la criminologie, quand vous vérifiez comment les gens apprennent un comportement criminel, eh bien, il y a une vieille théorie qui remonte à 1939 avec un paradigme de réseau. Et la théorie d'Edwin Suderman affirme clairement qu'un comportement criminel est un comportement appris. Et donc, il y a donc à la fois des bénéfices et des inconvénients. Cela se fait par des interactions face à face. Vous apprenez des techniques, des modes de comportement. Je ne vais pas tout repasser en revue. Donc, Suderman a expliqué ce processus en 9 étapes. Mais cela me mènerait trop loin. Quand vous voyez l'album Hucker, au niveau donc de la théorie en criminologie et la constitution de réseaux que vous distinguez, eh bien, cela explique très bien comment
comment ce processus de violence collective a pu se constituer, étant au niveau cognitif qu'au niveau de l'autorité. Eh bien, à chaque fois, donc, le critère est déplacé. On commence par des abus verbaux, puis par de la violence physique, et à chaque fois vous atteignez un degré ou un taux zéro qui pour vous ne représente plus rien, et vous passez au stade supérieur. Il y a aussi un processus de routinisation, donc ça devient une routine, la brutalité et la violence que nous exerçons. Vous voyez donc ici un accroissement au niveau donc, du chef de l'acteur, soit que ce soit de la violence, la criminalité, la destruction. Quand vous examinez la déshumanisation, on progresse donc, on passe de l'homme à une race inférieure, à des animaux, et on finit par des insectes, les cancrelats au Rwanda, et des objets sans vie, ce qu'on a vécu par exemple à Birkenau. Et c'est très important pour comprendre. Ce sont donc des éléments qui proviennent purement, uniquement de l'approche de l'auteur, donc la cognition et aussi l'apprentissage qui se fait d'une manière socialisée. Ce qui est important, c'est que de tels mécanismes sont également présents chez les deux autres groupes, les observateurs, les témoins et les victimes. Et donc, on a étudié les mêmes réactions chez les membres des Sonderkommando. Voilà, je passe par manque de temps. Et donc, voilà, la cotation de Todorov qui dit, voilà, si vous examinez la violence dans des systèmes sociétaux donc totalitaires, vous voyez les transitions que subissent les groupes et quels sont les facteurs qui font que les gens inclinent vers la violence ou s'écartent de la violence. Et nous voyons que les criminologues, les sociologues ont constaté qu'il faut aussi un boost neurologique pour donc permettre un tel comportement et comment on arrive à annihiler les réticences. Et je m'en tiendrai là.